Bon, reprenons un peu là où on s'était arrêté la dernière fois. Ouais, avec grand plaisir. Dans notre analyse précédente, on avait pas mal parlé de ce fameux changement de paradigme, tu sais, l'approche de l'intérieur vers l'extérieur. L'idée qu'avant de vouloir changer son environnement, bah, il faut d'abord se transformer soi-même. C'est ça. Le socle, quoi. Mais la question qui revient tout le temps après avoir posé cette super théorie, c'est Comment on l'applique dans la vraie vie? exactement comment on passe d'une belle idée intellectuelle à du concret tous les jours. Et la réponse de nos sources, elle est assez frontale. Ça passe par nos habitudes. Ce qui me fait penser direct à cette citation d'Aristote qui est reprise dans le texte. C'est genre, nous sommes ceux que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. C'est puissant, ouais. Et c'est vraiment la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va pas juste faire une liste de bonnes pratiques, parce que ça, on en trouve partout. Ah oui, non, ça sert à rien. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer la mécanique d'une habitude. Comment ça marche vraiment? Pourquoi notre vision de la réussite est peut-être complètement à côté de la plaque? Et surtout, comment on trouve un équilibre pour être efficace sans finir complètement sur les rotules? Et pour commencer, il y a une image dans les textes que je trouve juste parfaite. C'est la métaphore de la gravité, avec la navette spatiale. Ah oui, l'analogie du décollage. C'est ça. En gros, imagine une fusée sur son pas de tir. C'est lourd, c'est massif, et pour s'arracher à l'attraction de la Terre, elle doit brûler une quantité d'énergie hallucinante. Enfin, je veux dire, le plus gros de son carburant est cramé juste pour faire les premiers kilomètres. Ouais, c'est hyper violent comme effort. C'est presque chaotique, hein? Mais une fois qu'elle a vaincu cette gravité initiale, une fois en orbite, bah, la donne change. Elle glisse dans l'espace en utilisant presque plus rond. Et nos sources utilisent ça pour expliquer comment notre cerveau gère le changement. Et c'est tellement vrai sur le plan neurologique. Faut bien comprendre que notre cerveau, c'est une machine faite pour économiser de l'énergie. Le fameux mode pilote automatique, quoi. Exactement. Quand tu répètes une action, ton cerveau crée des autoroutes neuronales. C'est hyper fluide, ça demande zéro effort. C'est ça la gravité de l'habitude. Donc quand tu veux changer un truc, Genre, arrêter de repousser ses dossiers au lendemain ou arrêter de râler. ouais, bah essayer de changer ça, c'est comme sortir de l'autoroute avec une machette pour tailler un chemin dans la jungle. Le coût en l'énergie pour le cerveau, il est juste monumental. C'est pour ça que c'est si dur au début. Mais le truc rassurant, c'est que si tu persistes, la nouvelle autoroute se construit. Et là, la gravité change de camp. L'habitude commence à travailler pour toi, sans que tu fasses d'efforts conscients. D'accord. Mais la grande question, c'est comment on la construit, cette nouvelle autoroute? Parce que les textes nous donnent une définition hyper précise de l'habitude. C'est pas juste un truc qu'on répète bêtement. Non, c'est beaucoup plus chirurgical que ça. Le modèle propose 3 dimensions qui doivent absolument se croiser. Les fameux trois cercles. Alors, le premier, si je me souviens bien, c'est la connaissance. Voilà, la théorie, c'est savoir quoi faire, et surtout comprendre pourquoi c'est important de le faire. Ok. Ensuite, le deuxième cercle, c'est le savoir-faire. Donc, la méthode, la technique, le comment on fait les choses. Tout à fait. Et le dernier, c'est le désir. La motivation profonde, l'envie d'agir. Et pour qu'une habitude tienne vraiment dans le temps, ces 3 trucs doivent se superposer parfaitement. Ouais. Et si un seul saute, la machine s'arrête. Mais attends, c'est là que j'ai envie de challenger un peu le truc. Vas-y, je t'écoute. Dans un monde idéal, aligner les trois, c'est logique. Sauf que quand on regarde notre société aujourd'hui, avec la charge mentale, le stress de partout, la fatigue, bah le cercle du désir, c'est souvent le premier qui crève, non? Ah bah c'est clair. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un est au bord du burn-out, il peut avoir la connaissance, il peut avoir la technique, mais l'envie, il y en a plus du tout. Du coup, comment ce modèle peut tenir la route quand on est juste trop crevé pour avoir envie de changer? C'est une super objection. Et c'est là que le modèle est justement très intelligent. La psychologie, elle appelle ça l'épuisement de l'ego. La volonté, c'est un muscle, et il se fatigue. C'est pas infini, quoi. Non, c'est pas magique. Donc quand t'es crevé, ton cercle du désir rétrécit. Mais comme les 3 cercles sont interconnectés, tu peux tricher un peu. Tricher, hein. Comment ça, hein? Bah, si ton niveau d'énergie est bas et que t'as pas envie, tu peux compenser en augmentant ton savoir-faire. Plus tu maîtrises une technique, moins elle te demande d'énergie à exécuter. Ah ouais, d'accord. Donc moins t'as besoin de volonté pure pour le faire. C'est hyper éclairant vu comme ça. Au lieu de se dire en boucle, allez, faut que je me force, faut que je me fasse violence. Ce qui marche jamais très longtemps. Voilà. On peut juste baisser la friction en améliorant sa technique. Je reprends l'exemple de l'écoute qui est dans les textes. On peut vouloir écouter l'autre, avoir le désir. Mais si on ne connaît pas les techniques de l'écoute active, le savoir-faire, C'est épuisant.
Carrément. La conversation devient une lutte où tu te retiens de couper la parole tout en préparant ta réponse dans ta tête. Exactement. Et là, c'est pas un manque de volonté qui fait rater l'habitude, c'est juste un manque de compétence qui te draine toute ton énergie. Ouais. Donc en fait, la discipline pure, ça finit toujours par casser si t'as pas la technique qui suit. C'est une boucle. Si tu améliores ton savoir-faire, ça change ta vision des choses, donc ta connaissance, et au final, ça nourrit ton envie de continuer, donc ton désir. Et ça nous amène d'ailleurs à un point hyper important sur le but de toutes ces habitudes. Il y a un mythe dans notre société qui se prend un gros coup de vieux dans nos textes. Tu penses à l'indépendance, c'est Mais ça? grave, on vit dans une culture qui idolâtre l'indépendance totale. On nous vend le solopreneur invincible, le mec ou la nana self-made qui n'a besoin de personne. On te dit que l'indépendance financière et émotionnelle, c'est la ligne d'arrivée. C'est le Graal absolu sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en lisant nos sources, on se rend compte que cette vision, c'est un peu un piège. C'est même une grosse illusion d'optique. L'indépendance, c'est juste une étape. C'est pas du tout le sommet du développement humain. Le fameux continuum de la maturité. Exactement. Si on reprend la chronologie naturelle, ça commence toujours par la dépendance. Donc, l'état de l'enfant. L'enfant, oui, mais c'est aussi un état mental chez plein d'adultes. Le paradigme de la dépendance, c'est le vous ou le tu. C'est de votre faute si j'échoue, c'est à l'état de Médel. Mon patron est nul. En gros, mon équilibre dépend des autres. Je suis une victime. C'est ça. Du coup, la réaction saine pour sortir de ça, c'est de chercher l'indépendance. Le paradigme du je. Je suis responsable, je me débrouille seul. C'est une énorme victoire. C'est indispensable même. Mais alors pourquoi nos textes disent que c'est pas suffisant? Pourquoi on s'arrête pas là, si c'est si génial? Parce que s'arrêter à l'indépendance, c'est nier comment le monde fonctionne. Tout est écosystème. Une personne hyper indépendante va faire du très bon boulot toute seule, c'est sûr. Ouais, Mais elle sera incapable de diriger une vraie équipe, de monter une boîte solide ou d'avoir un couple qui dure. Le vrai sommet de la maturité, c'est l'interdépendance, le paradigme du nous. l'association de force. Exactement, c'est deux personnes indépendantes qui choisissent de bosser ensemble pour créer un truc bien plus grand que la somme de leurs talents isolés. Tu sais à quoi ça me fait penser, Sam? C'est comme le Bluetooth avec nos téléphones. Ah, j'aime bien ça, vas-y. Bah, imagine tu veux jumeler deux appareils. Si t'as un des deux téléphones qui est complètement buggé, qui s'éteint tout seul ou qui arrive même pas à gérer ses propres applis, en gros, s'il n'est pas indépendant et fonctionnel, La connexion va planter direct. bah ouais, le réseau peut pas se créer. C'est pour ça que nos sources martèlent le concept de l'intérieur vers l'extérieur. Tu peux pas tricher. Impossible! Tu peux pas être un bon partenaire ou bosser en équipe si t'as pas d'abord réglé tes propres problèmes et acquis ta propre indépendance. C'est hyper logique psychologiquement. Quelqu'un qui n'est pas sécure émotionnellement, il va projeter ses angoisses sur le groupe. Ah, ça c'est tellement classique. La moindre remarque est prise comme une attaque perso. Exact. Cette personne va exiger d'être rassurée tout le temps et ça empoisonne l'équipe. Pour être vraiment interdépendant, il faut oser se montrer vulnérable, laisser les autres compenser nos faiblesses, et ça, seul quelqu'un de très indépendant, avec une forte sécurité intérieure peut le faire. C'est fou quand on y pense. Mais du coup, une fois qu'on a créé ce réseau, cette équipe ou ce couple, comment on fait pour que ça tienne? Parce qu'on a tous vu des startups qui décollent comme des fusées et qui explosent en vol 6 mois plus tard. Oh que ouais. Et là, on touche au cœur du réacteur, le principe de l'équilibre PCP. C'est vraiment le truc le plus contre-intuitif de notre époque, ça. L'équilibre entre la production et la capacité de production. C'est ça. Les textes reprennent l'histoire de la poule aux œufs d'or pour expliquer ce principe naturel. Ouais, la fable d'Ésope. Le P, c'est la production. C'est le résultat immédiat, tangible. Ton chiffre d'affaires, un bon bulletin scolaire, le dossier rendu. C'est l'offre en or. Et le CP, bah, c'est la poule. La capacité de production, ouais. La ressource qui te permet de sortir ces œufs d'or. Ta santé, l'entente dans ton couple, la formation de tes équipes. Et le secret, c'est pas de faire le max de P. C'est de garder l'équilibre entre les deux. Il y a un exemple assez marrant dans les textes, c'est le mec qui se met à courir 3 ou 4 heures par jour pour gagner 10 ans d'espérance de vie. Et qui va passer ces 10 ans à courir. Voilà. Là, c'est un déséquilibre où on s'obsède pour le CP, la santé, mais au final, on produit rien, on profite pas de sa vie. Mais en vrai, aujourd'hui, le problème, c'est plutôt l'inverse, non? Alors on détruit la poule à une vitesse record, oui. Mais grave. Je pense direct au télétravail avec tous les outils genre Slack ou Teams. La boîte veut son paie, elle veut que les projets avancent vite. Donc réactivité maximale exigée. Exactement. Des messages qui tombent à 22 heures, le dimanche. Au début, super, les œufs d'or s'accumulent, les dossiers sortent en avance.
Sauf qu'en coulisses, tu flingues ton CP. Chaque message le soir, c'est un découvert non autorisé sur le compte émotionnel et physique de ton équipe. Le stress monte, le sommeil est pourri. Et quelques mois plus tard, tu as des arrêts maladie, des démissions en chaîne, et là, d'un coup, l'entreprise peut plus rien produire du tout. Elle a littéralement tué sa poule aux œufs d'or en pensant être super efficace. C'est flippant de voir à quel point c'est banalisé. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans la vie privée, hein. Carrément. Tu prends un parent qui crie sur son gamin ou qui le fait culpabiliser pour qu'il range sa chambre, boum, la chambre est rangée. T'as ton résultat visuel, t'as ton PMP, Mais t'as abîmé la relation. t'as fracturé le CP émotionnel, la confiance. La prochaine fois, faudra crier encore plus fort, jusqu'à la rupture. C'est pas juste une technique de management, ce truc de PMPP. C'est une vraie loi de la physique sociale. C'est ça. Si tu sacrifies la poule pour avoir l'œuf, tu voles du temps à ton avenir, avec des intérêts monstrueux. Mais c'est dur, parce que ça demande de renoncer à des victoires immédiates. Faut voir loin. Bon, là, on a brassé des concepts hyper denses. L'anatomie des habitudes, le continuum vers l'interdépendance, l'équilibre PCP. C'est génial intellectuellement. Mais le piège, et nos sources insistent bien là-dessus, c'est de se dire « c'est cool, j'ai écouté ça », et puis d'oublier demain. Ah oui, l'apprentissage passif, c'est mortel. Il y a une vraie méthode qui est donnée, une sorte de hack pour le cerveau pour intégrer tout ça. Ouais, si tu te contentes de lire ou d'écouter un truc linéairement, ton cerveau y prend l'info et pfiou, il la jette très vite. La vraie astuce, c'est de pratiquer l'apprentissage par la transmission. C'est-à-dire apprendre avec l'intention d'enseigner ce truc à quelqu'un d'autre dans les 48 heures, c'est ça. Maximum 48 heures, ouais. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'étais sceptique. Enfin, se rajouter cette pression sociale de devoir expliquer un concept hyper profond à son mec ou à un collègue demain matin, ça rajoute pas juste du stress inutile? C'est pas vraiment du stress, c'est un changement de posture pour ton cerveau. Les neurosciences montrent que l'intention change tout. Ah ouais? Si tu sais que tu vas devoir l'expliquer, tu n'es plus un réceptacle passif. Ton cerveau devient un architecte. Il cherche une logique, il trouve des failles dans ta compréhension, il va chercher des exemples concrets pour que l'autre comprenne. Ouais, tu construis ton propre cours en fait. C'est exactement la technique de Feynman. Tu comprends vraiment un truc que quand tu sais l'expliquer simplement à quelqu'un d'autre. Et ton niveau d'attention est décuplé. C'est vrai que vu comme ça, si je prévois d'expliquer le PCP à une collègue demain, je vais direct penser au projet de la boîte qui en fout vert à cause de ça pour avoir des exemples. Et le bonus caché de cette technique, c'est qu'en allant discuter de ça avec une collègue, tu commences déjà à créer de l'interdépendance. Ah mais oui, tu crées un langage commun. Voilà. Le mois prochain, quand un projet va dérailler parce que tout le monde est sous l'eau, t'auras juste à dire « Hé, on est en train de tuer la poule là ». Et la personne va comprendre direct, sans qu'on ait besoin de partir dans un long débat chiant. Exactement. L'apprentissage partagé, c'est le début de l'efficacité collective. Ce qui m'amène d'ailleurs à une dernière réflexion qui résume hyper bien tout ça. Imagine si, à partir d'aujourd'hui, on changeait carrément nos lunettes face aux galères du quotidien. C'est-à-dire, D'habitude, quand il y a un conflit avec un collègue ou une embrouille avec un proche, on voit ça comme un problème à écraser. Une perte de temps, une baisse de production, faut régler ça vite fait. ouais, on veut juste avancer. Mais avec ce nouveau paradigme, cette friction, ça devient une opportunité de dingue. C'est plus une bataille, c'est l'occasion d'investir à fond dans notre capacité de production relationnelle, Absolument. en prenant le temps de vraiment écouter, de régler le fond du problème avec les bonnes techniques, on blinde la confiance pour les années qui viennent. Juste changer de point de vue là-dessus, ça redessine toute ta journée. C'est ça la beauté de ce modèle. C'est plus de la survie, c'est construire un truc solide qui s'épuisera jamais. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.